Non, pardon, je vais refaire cette phrase. Parce que normalement, il y a l'épisode des thèmes qui sort en deux. Ah oui, c'est vrai. Ah ben, mais du coup, mon intro, elle est mauvaise aussi. Ah ouais, t'as dit l'épisode passé? Je crois. Disons un épisode précédent, voilà. Alors, bonjour Maillot. Salut Dauro. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu fourre-tout de web, la suite de la séparation du web plutôt. Avant qu'on parle un peu de tout ça, évidemment, il faut se désaltérer, rester hydraté. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Alors, ce matin, c'est assez classique. C'est un long gin. Ah, le retour du long gin. On en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents, mais voilà, toujours le même. Pas grand-chose à dire dessus de ce que j'ai pu dire avant. C'est notre thé classique. Ici, en tout cas, on en consomme beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Un thé que tu avais déjà bu ici, c'est le Bilwo Chun Pre-Kingming. Pour rappel, le Kingming, là, c'est un festival, mec, au début de printemps, là, la récolte de printemps. Littéralement, c'est pas festival de printemps, justement? Ah, peut-être, ouais. ouais. J'étais en boutique de thé il y a quelques temps déjà, parce que j'ai bientôt fini le paquet. Et je l'ai vu alors que t'en avais parlé. Je fais, oh, je vais prendre, ça a l'air sympa. Et effectivement, c'est très sympa. Un thé vert assez fin, comme ça, c'est très chouette, quoi. Bilwo Chun, c'est toujours des thés de très grande qualité, donc avec une manufacture très fine, et ça se sent sur le résultat final, ouais. La dernière fois, on a discuté donc de vieil Internet et nouvel Internet, on va dire. Ce qu'on disait dans l'épisode, voilà, c'est que le web se sépare un peu en un web marketing et un web un peu plus comme avant, plus do it yourself, plus partage sans forcément avoir d'idée marketing derrière. Mhm. Comme on n'a pas trop partagé de liens non plus dans cet épisode ou de choses qui seraient un peu dans cet univers, ben, on s'est dit qu'on allait faire ça pour cet épisode-là. Qu'est-ce que tu veux partager? Commençons alors par le Weird Wide Web Ring. Je pense qu'il faut réexpliquer ce que c'est, parce que beaucoup des personnes qui nous écoutent n'ont peut-être pas vécu l'époque des web rings. Quand est-ce que c'est mort à peu près? 2000? 2002? Bah, à partir du moment où on a eu des vrais moteurs de recherche, en fait, je pense. L'idée du web ring, c'est donc on peut appeler ça une espèce d'annuaire, une série de liens qui généralement a trait à une certaine communauté. Sur son site, on va mettre les liens vers ce web ring qui lui-même va avoir les liens vers d'autres sites de personnes qui sont généralement sur les mêmes sujets que nous ou la même communauté que nous, on va dire. Mhm. Et donc le Weird Wide Web Ring s'inspire des 3 W du World Wide Web, évidemment. C'est un web ring qui tente de ramener le web comme à l'époque, le web bizarre, le web surprenant, avec des sites qui sont surprenants par rapport à ce qu'on a l'habitude maintenant. C'est tout l'attrait du truc. J'arrive pas à me faire une image mentale de qu'est-ce que ça peut être un site bizarre vraiment. C'est le principe, s'il est bizarre, c'est que c'est quelque chose qui est peut-être un peu inattendu, qui va peut-être avoir une mise en page ou des sujets qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui sortent de l'ordinaire. Donc forcément, est-ce que c'est clair? Ben non, mais je pense que le mieux c'est d'aller regarder, quoi. Et de cliquer sur les liens. Et puis si vous avez un site bizarre, vous pouvez demander à être ajouté dans le web ring en question. Ils sont pas forcément tous surprenants en termes de contenu graphique, hein. Des fois, c'est le contenu qui peut être étonnant. C'est sympa pour retrouver un peu cette sensation du web d'avant, on va dire. Sur un peu la même ambiance, j'ai 2 newsletters qui recensent des sites web particuliers ou étonnants ou dont on n'aurait pas forcément une facilité pour tomber dessus par hasard. On peut s'y abonner et les recevoir par mail, mais on peut aussi aller sur leur site et voir le contenu des précédentes. La première, c'est naiveweekly.com et la seconde, c'est webcurios.co.uk. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Il y a un petit peu des histoires personnelles des auteurs pour lancer un peu la newsletter, suivi après des curiosités qu'ils ont découvert depuis la newsletter précédente. Naive Weekly, c'est assez court à lire et du coup à découvrir les liens, il y a assez peu de commentaires par site web. Le contenu est vraiment très très varié. Il y a des trucs qui sont très artistiques des fois ou des outils qui pourraient être surprenants. Tandis que Web Curios, c'est peut-être des sites web un peu plus pointus
et elle est un petit peu plus longue à lire parce qu'il y a des descriptions plus longues par site, ce qui peut être un avantage. On sait du coup sur quoi on va aller en fait. Et les sites là sont beaucoup plus pointus aussi en termes de... Des fois, il peut y avoir des fonctionnalités qui sont assez poussées, mais simplement c'est un truc un petit peu inattendu auquel on n'aurait pas pensé. C'est peut-être par ça que j'ai découvert une carte en temps réel de tous les transports en commun de Tokyo, par exemple, avec tous les liens sur les webcams et ce genre de trucs, ce qui est du coup très incroyable. Alors que Naive Weekly, il peut y avoir un truc des fois plus artistique. Je vous recommande les deux de temps en temps, c'est vraiment chouette. Je pense que j'irai jeter un œil après l'enregistrement. C'est un truc rigolo, cette resurgence des newsletters et le fait que les gens ils reçoivent du contenu par mail. Est-ce que toi, c'est un truc que tu suis? Est-ce que tu t'es abonné à des newsletters? Assez peu. Bon, il y a quelques newsletters où je suis toujours abonné, c'était un peu des choses genre un Kickstarter, et puis j'aime bien ce qu'ils font, donc je reste abonné, je reçois, mais ça a un peu plus rien à voir avec la chose originale, c'est juste que j'aime bien par exemple ce studio de jeu, et puis je regarde un peu ce qu'ils continuent de publier. Sinon, il y a quelques blogs que je suis via des newsletters, ouais. C'est relativement rare, mais j'aime assez en fait recevoir les choses directement dans mes emails. Idéalement, j'aimerais peut-être avoir un seul endroit, genre soit seulement une boîte mail, soit seulement une boîte de flux RSS. Mhm. Donc en fait, que je reçois les blogs dans mes boîtes mail ou sur mes flux RSS, c'est presque pareil d'une certaine manière pour moi. Mhm. La seule différence, c'est que la boîte mail, je vais la regarder plus régulièrement que les flux RSS. Donc, c'est souvent les blogs, on va dire, que j'ai vraiment envie de suivre qui vont être dans ma boîte mail. Ça me dérange pas spécialement de recevoir des newsletters. Après, c'est pas non plus 200 par jour ou ce genre de choses. Là, je vais forcément me désabonner et je me désabonne de plus de newsletters que ce que je m'abonne. Mais voilà, ouais, moi, ça me dérange pas spécialement de recevoir ça via mes emails. Et c'est un lien que je trouve qui est différent du flux RSS. Et je trouve que la newsletter a une place qui est très différente des flux RSS, simplement parce que le flux RSS, c'est de la consommation unilatérale. Quelqu'un vient sur un blog, prend le flux RSS et ensuite le suit. C'est uniquement le site envoie des choses à ces gens-là. La newsletter, comme on est obligé de partager son email, il y a quelque chose de bilatéral qui se met en place d'une certaine manière. Cette attente qu'on puisse contacter l'auteur aussi. Dans beaucoup de newsletters que je suis, c'est un peu ça. C'est-à-dire que souvent, à la fin de l'email, c'est si vous avez quelque chose à dire en lien avec ça ou quoi que ce soit, envoyez-moi un email, etc. Ce qui est un peu différent que du flux RSS, je trouve, où là, on est souvent dans une consommation pure du contenu et peut-être un peu moins d'attente d'interaction, je sais pas trop. Ce qui me retient sur les newsletters, c'est l'interface de lecture. J'ai pas envie de lire ça dans mon client mail, en fait. Les 3 newsletters auxquels je suis, entre guillemets, abonné, heureusement qu'ils ont un flux RSS pour pouvoir lire ça dans mon lecteur RSS. Après, maintenant, il y a des lecteurs RSS qui s'interfacent avec les newsletters. Tu peux donner l'email du lecteur RSS au lieu de donner ton email à la newsletter et tu le reçois dans ton lecteur RSS aussi. Ah, malin. Bon, après, il y a aussi le problème de toute façon, j'ai pas envie de m'abonner à trop de trucs parce que le temps est limité. Oui, Je peux pas suivre 33 podcasts, 25 chaînes YouTube, 8 newsletters, 3 journaux. Bon. Par contre, je trouve très cool que ça existe. Ouais. Peut-être pour des gens, un lecteur RSS, c'est un peu compliqué à mettre en place, comprennent pas très bien ou ne savent pas que ça existe. Tandis que le mail, c'est effectivement facile. Tout le monde sait vaguement comment ça marche. On donne son mail, on reçoit le truc. La barrière d'entrée est assez facile, quoi. ouais. Est-ce que la newsletter, c'est l'avenir du blog ou est-ce que le blog a encore un avenir Le blog, c'est un peu la partie publique de la newsletter, souvent. Je vais donner un exemple, mais il n'y a pas de newsletter que je suis en ce moment qui suit cet exemple. Mais il y a des gens qui utilisent un peu la newsletter comme soit de la pré-publication d'articles de blog, soit même de la publication de contenu uniquement dans la newsletter. Et s'il y a des retours intéressants dans la newsletter, ils vont ensuite les publier publiquement sur le blog, soit dans une forme remaniée légèrement. Mais il y a un peu cette idée de dire la newsletter, c'est un peu une communauté un tout petit peu plus privée et un peu plus exclusive, parce qu'ils ont fait l'effort de partager une adresse, c'est quelque chose qui me permet de rentrer en contact direct avec ces personnes. Là où le blog est plutôt là pour être diffusé beaucoup plus largement parce qu'il est public. Ce que je verrais bien aussi comme complémentarité, c'est des personnes qui veulent gagner leur vie en écrivant des articles, vont publier en premier leurs articles dans la newsletter et du coup l'accès pourrait être payant, ou en tout cas il y a un moyen de soutenir, et avec une exclusivité disons de quelques jours
et après que ce soit republié sur le blog pour avoir de l'audience, pour avoir potentiellement aussi d'autres sources de revenus, hein, avec de la pub à l'intérieur, ou simplement de montrer une expertise pour après pouvoir aller faire des conférences ou j'en sais rien. Ça se complète bien, d'avoir ce côté un peu exclusif à la newsletter d'abord pour les abonnés, mais après le côté public sur le blog. Dans l'épisode sur l'ancien Internet et le nouvel Internet, je parlais du indie web à un moment donné. Et justement, il y a un service qui s'appelle micro.blog qui suit ces standards-là et qui permet d'avoir une plateforme sur laquelle on peut créer le contenu et ensuite le diffuser via ces standards du indie web. C'est une plateforme assez ouverte et plutôt sympa. Donc il s'appelle microblog, c'est pas parce qu'on peut faire que du microblogging à la Twitter, c'est parce que c'est une petite plateforme de blog aussi. Mhm. Quand on poste sur cette plateforme, on peut ensuite automatiquement cross-poster. Donc, si j'envoie un message, je peux le régler pour qu'il s'envoie automatiquement à Medium, LinkedIn, Mastodon, Tumblr, etc. sur les autres plateformes. Donc, ça suit vraiment ces concepts du indie web qui est qu'on essaye d'avoir une application qui nous permet de contrôler et d'envoyer ce qu'on publie où est-ce qu'on a envie qu'il soit. Tu publies qu'une fois pour être en fait affiché partout. Voilà. Partout où tu te serais inscrit, mais... Oui, il faut quand même avoir un compte à cet endroit, etc. Et puis, il y a des limites parce que Twitter, par exemple, a fermé son API public. Donc, maintenant, il faut payer pour accéder à l'API de Twitter. Donc, la Twitter n'est plus supportée par un microblog. À une époque, il était supporté. Donc, évidemment, on ne peut pas publier absolument partout, malheureusement. Mais sur les plateformes qui sont encore un peu ouvertes, c'est possible. En ayant une présence sur éventuellement plusieurs réseaux, s'il y en a un qui ferme, ça nous change rien parce qu'on publie toujours sur la base de microblogs qu'on contrôle nous-mêmes. Un qui ferme ou qui change ses règles, par exemple, et qui fait qu'on ne veut plus avoir de compte là-bas, on perd pas tout. Pareil, j'imagine que si tout d'un coup on se dit que tiens, il y a cette nouvelle plateforme qui est supportée, il faudrait que j'y aille, on rajoute juste le module et puis on continue à faire ce qu'on faisait dès le début, ça change rien et on sera publié sur un nouveau compte, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment une petite plateforme dans le sens où c'est pas Google ou Facebook qui est derrière, c'est vraiment une petite équipe de 4 ou 5 personnes qui gèrent ce service depuis plusieurs années, qui n'est pas là pour prendre l'argent pour le redonner aux investisseurs non plus. Donc ça rentre vraiment dans la logique de service qui soit là pour vraiment donner de la valeur aux utilisateurs et pas simplement là pour donner de la valeur en dividende, quoi. Je vais poser une question peut-être un peu plus de haut niveau qu'une solution technique. Et je vais me faire l'avocat du diable. Pourquoi aujourd'hui ce serait une bonne idée de commencer un blog plutôt que de continuer à utiliser Facebook ou Twitter ou Instagram ou n'importe? J'ai pas d'argument marteau, on va dire, dans le sens l'argument qui finit tout. Pour moi, c'est vraiment une question de quel futur on a envie d'avoir, en fait. Parce que je suis pas dans la majorité qui a un compte Facebook pour accéder aux données qui sont sur Facebook ou aux blogs qui sont sur Facebook. Donc, en fait, il y a des choses que des fois je ne vois juste pas parce que je ne peux juste pas y accéder. Et puis, tant pis. Pour moi, c'est vraiment plus un argument de dire il faut qu'on casse ces monopoles, donc il faut aller ailleurs. La deuxième chose, c'est à vous garder le contrôle de ces données. Toutes les grosses plateformes de réseaux sociaux, en tout cas, ce qu'on produit et ce qu'on publie sur ces plateformes, ça devient leur propriété. On perd le contrôle. Pour moi, c'est un peu les deux choses qui font qu'il faut absolument aller ailleurs, mais peut-être que ça parlera pas forcément à grand monde. Pour une approche un peu plus terre-à-terre, j'ai envie maintenant de recréer des choses sur mon propre site que j'hébergeais plus moi-même ou qui étaient dispersées. Parce que les changements de règles des plateformes m'ont fait perdre, pas les données elles-mêmes, parce que j'avais toujours les originaux chez moi, hein, mais perdre de la visibilité de ce contenu sur Internet. Alors là, j'ai deux exemples. J'ai d'abord Flickr et puis après Twitter. Flickr qui est toujours un service d'hébergement de photos que j'utilisais et que j'aimais vraiment beaucoup. Donc social avec des abonnés, on pouvait s'abonner à d'autres photographes. Voilà, c'était vraiment très très chouette. Et ils se sont fait racheter. Après le rachat, la nouvelle boîte a décidé de changer complètement l'interface pour essayer de promouvoir un truc différent. À la base, il y avait un service qui était payant. Du coup, ils ont arrêté ça. C'est devenu entièrement gratuit. Mais alors, il a fallu financer ça autrement. Donc, c'est devenu beaucoup plus avec des commentaires, avec de la publicité, avec des machins. Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était afficher mes photos. Je suis parti du service. Je trouvais que c'était plus approprié. Ils avaient changé aussi des limitations. C'était très pénible.
Toute la galerie photo que je m'étais amusé à construire là-bas, eh ben, j'ai tout supprimé parce que je voulais pas laisser les trucs chez eux, quoi. Donc, tout a disparu. Enfin, tout a disparu d'Internet. Moi, j'avais toujours les fichiers sur mon ordinateur, quoi. Et il y a eu la même chose avec Twitter où j'ai passé du temps à publier plein de trucs, du texte, des photos, etc. Et fin 2023, ils ont annoncé que toutes les données publiées sur Twitter pouvaient maintenant être disponibles pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Donc là, j'ai dit non, je vais tout supprimer. Ouais. Toutes les réflexions que j'aurais pu avoir, tous les liens que j'avais pu mettre dans mes favoris sur Twitter, toutes les photos que j'ai pu publier, tout ça a disparu d'Internet. Si j'avais hébergé tout ça moi-même, si j'avais eu un blog pour partager mes pensées, si j'avais eu une galerie photo hébergée par moi-même, eh ben, tout ça serait encore sur Internet, en fait. Là, j'ai un peu une envie de reconstruire un truc qui soit sur ma page, c'est à moi. Je fais ce que je veux avec, et puis voilà. Il me semble qu'on avait touché un peu à ça dans l'épisode où on parlait de ça, justement. Du fait que si on dépend de ces entreprises-là, ben, si quelque chose change, on peut soit perdre l'accès parce qu'on se fait fermer l'accès, comme ça peut arriver à certaines personnes, soit comme dans ton cas où volontairement tu soutiens pas le changement qui arrive et donc tu enlèves les données, quoi. Et il y a des cas de figure où ça peut être très problématique si par exemple c'est tout son business dépend de ça. Dans ce cas-là, on vient de perdre tous les articles potentiellement sur pourquoi est-ce qu'il faut venir chez nous pour utiliser tel service, etc. Et on doit reconstruire complètement cette présence en ligne. Tu avais mis un lien aussi pour encourager les gens à démarrer un blog. Oui, donc il y a un site entre guillemets satirique Ouais, qui s'appelle Start a Fucking Blog. démarrer un putain de blog en français. Voilà, exactement. Je viens de réaliser, oui, qu'il parle de POSI, donc Post to Your Own Site, Syndicate Everywhere, P-O-S-S-E, l'acronyme, POSI. Et du coup, en français, ça fait poster sur son propre site et syndiquer partout. C'est ce qu'on disait avec micro.blog, qui est je poste sur micro.blog et c'est envoyé dans tous les autres silos. C'est un petit site avec quelques liens à cliquer pour aller créer son propre site. Bon, c'est plutôt orienté développeur, j'ai l'impression. D'une certaine manière, c'est un peu les développeurs qui devraient faire l'effort en premier. Il parle aussi que c'est pas forcément nécessaire de faire des trucs techniques compliqués. Alors, je suis d'accord que c'est un peu planqué dans le texte, hein, mais il parle quand même de bearblog.dev, qui est une plateforme de blogging super minuscule avec rien à faire. Oui, Sign up, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit, il faut juste s'inscrire et après écrire des choses et c'est prêt. c'est une mini plateforme de blogging avec flux RSS, des thèmes minimalistes, et puis il y a juste à s'inscrire sur le web et on peut directement commencer à taper des mots. Et je sais que la personne qui est derrière Bearblog cherche justement à créer quelque chose qui soit complètement soutenable économiquement parlant. Pour l'instant, c'est quelque chose de très minimal, justement pour réduire au maximum les coûts et faire en sorte que la plateforme puisse rester là très 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 longtemps. C'est aussi une approche qui est intéressante. Dans l'absolu, il y a aussi d'autres services de blogging qui existent. Oui, il y en a plein. Si les gens sont capables d'héberger soi-même leurs données, c'est très bien, mais si on n'a pas forcément les compétences techniques pour le faire, il y a quand même des services qui existent qui sont pas tous dépendants du même propriétaire. On quitte un peu les blogs, mais toujours quand même dans la publication de contenu. Tu avais un site alternatif, on va dire. C'est un peu un ovni, c'est assez particulier. On est à mi-chemin en un espace de discussion, un mi-chemin entre un truc de micro-blogging. Ça s'appelle busstop.net. Le principe, c'est de reproduire de manière numérique un arrêt de bus sur lequel on pourrait déposer des petits messages un peu post-it. En dehors du fait que l'espace disponible pour s'exprimer est très très court, et sa grosse spécificité, c'est que les messages sont effacés après 24 heures. Ce qui génère deux trucs assez sympas à mon avis. Le premier, c'est qu'on sera jamais noyé sous le contenu. Ça permet aussi de favoriser un peu des petits échanges sympas, des petites interactions peut-être des fois touchantes aussi, parce qu'on sait que le contenu va pas être archivé sur Internet de manière infinie. Justement, c'est là 24 heures et après, disparu, quoi. Ouais. Petit effet pervers peut-être pour certaines personnes. C'est sûr que si on veut suivre, entre guillemets, il faudrait venir tout le temps. Moi, je pense que c'est un peu l'inverse. C'est que comme ça disparaît, eh ben, c'est pas grave. On n'a pas vu, donc on se rend pas compte de ce qu'on a manqué. Si on n'est pas venu pendant 3 jours, si on n'est pas venu pendant 6 mois, on n'a rien l'impression d'avoir loupé. La discussion, elle est juste sur l'instant, quoi.
C'est une approche qui est assez intéressante, je trouve, en alternative, aux réseaux sociaux habituels. Le fait que ça disparaisse, ça génère moins de cette peur de manquer, je trouve, plutôt que quand on peut aller voir le passé comme sur Twitter ou autre. Si j'y vais pas pendant 24 heures, je vais avoir plein de choses à rattraper. Alors que là, si j'y vais pas pendant 24 heures, j'aurais pas plus à rattraper. On peut vraiment pas faire de défilement à l'infini comme on pourrait faire sur plein de réseaux sociaux. Mmh. Très vite, on arrive à la fin du contenu. Déjà aussi parce qu'il y a peu de monde qui vient. Hein. Pendant qu'on enregistre, là, ça tient sur un écran. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 messages. C'est vraiment un ovni que j'ai trouvé assez intéressant, que j'avoue que j'utilise très très rarement. Un moment, je l'avais mis en page d'accueil pour être sûr d'aller le voir régulièrement. Puis pour finir, bon, je pense de temps en temps, il faudrait que je passe un peu pour voir. Parce qu'il y a vraiment eu, le peu de temps que j'ai un peu suivi, des trucs très intéressants à voir qu'on verrait pas forcément ailleurs en fait. Mmh. Sachant aussi que c'est anonyme, dans le sens où on peut poster sans avoir de compte. Il n'y a même pas de quoi se créer un compte, en fait. On peut dire qui on est pour essayer de faire un suivi, par exemple. Mais après, rien n'empêcherait quelqu'un d'autre de mettre le même nom. Donc ça donne un sentiment que ce soit plus intime et réel, sans avoir les couches de vernis qu'il faut pour les autres réseaux sociaux, pour bien paraître, disons. Là, il y a peut-être des choses qui viennent plus du cœur. Avant qu'on se quitte, je suis sûr que tu as envie de rappeler aux gens où est-ce qu'on peut nous retrouver, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ont bien aimé ce podcast. Alors, en premier lieu, mettre des favoris dans l'application que vous utilisez pour lire votre podcast. Mais sinon, vous avez tous les liens vers les différents endroits où le podcast est sur notre site tâche-2-t.fm. Tâche au pluriel. De là, il y a tout, et puis tous les épisodes aussi, si vous voulez réécouter les anciens épisodes directement. Mais le mieux, c'est évidemment d'en parler aux gens qui pourraient être intéressés par ce qu'on vient de discuter. Parlez-en autour de vous et retrouvez-nous sur notre site internet. C'est les meilleurs trucs, si ça vous a plu, pour aider ce podcast à se faire connaître. On se retrouve dans quelques semaines pour un épisode de plus. Exactement. Allez, à plus tard. À plus. Tu bloguais un peu, toi, non? T'avais pas un truc sur... Ça fait longtemps que t'as pas publié, je vois. Oui, ça fait très longtemps que j'ai rien publié sur ce blog, ouais. Ouais. C'était principalement des trucs techniques aussi. Ouais, 2020, ouais, le dernier. Peut-être qu'un jour je recommencerai. Je fais pas mieux, hein, parce que j'ai pas de blog actif depuis extrêmement longtemps. Le problème, c'est pas tellement la plateforme, là, c'est plutôt le fait qu'il faut prendre du temps pour écrire, quoi. Et oui.